Alors, bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole pour présenter la réserve. On va parler de la nature, on va parler un petit peu de... Ouais, il faut venir plus près. Bien plus près. Je sais que j'ai pas beaucoup de voix. Viens ici. Eh oui. Ouais. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut y voir, ce qu'il y a dans la réserve et qu'on peut ne pas voir. On va aussi discuter un peu de l'historique de la réserve. Là, vous avez quelques protagonistes qui ont participé à la création de cette réserve. Puis à la fin, on parlera un petit peu de qu'est-ce que la Fondation Son-Eau et ProNatura font dans cette réserve de la Pierreuse. Ouais, j'aimerais juste faire un petit préambule avant de parler directement de la Pierreuse sur l'histoire un peu de la protection de la nature, pour un peu mettre la création de cette réserve dans son contexte historique. En fait, les premières sociétés de sciences naturelles en Suisse, ce n'étaient pas du tout des écolos, c'était plutôt des naturalistes. Il y a eu la Société helvétique des sciences naturelles déjà en 1815, ça fait déjà un moment. C'était surtout des naturalistes qui avaient envie de découvrir la nature. Il y avait par exemple des astronomes plutôt amateurs, comme vous voyez là. Il y avait des botanistes, il y avait des zoologues, etc. Il y avait pas mal de gens intéressés vraiment à découvrir la nature. De le canton de Vaud, en 1819, il y a déjà la Société vaudoise des sciences naturelles qui existe toujours, qui édite un bulletin donc depuis 1819, donc c'est vraiment une société qui a une très très longue durée de vie. Et puis là, en fait, ces naturalistes, bien sûr qu'ils ont commencé à aimer ce qu'ils découvraient, et entre autres les blocs erratiques. C'était une des premières choses qui a été protégée. C'était les blocs erratiques parce qu'en fait, il y a eu la théorie des glaciers au 19e siècle. On ne savait pas ce que c'était au départ, ces blocs. Et tout à coup, on a découvert la raison pour laquelle ils étaient un petit peu dispersés dans le pays. Et puis, deux géologues de Genève, en 1867, ont fait un appel pour protéger ces blocs erratiques. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont plus ou moins bien protégés. Un parking, bon, c'est relatif, mais ils sont toujours là. Ça, c'est à monter. Et puis, il y a quand même eu très vite aussi une réaction contre le développement touristique, déjà au 19e siècle, parce que c'était bien sûr le début du tourisme, avec des téléphériques, avec des funiculaires, avec des trains. Donc, on sait qu'à Château, au début du 20e siècle, il y a eu le premier train, mais il y a aussi eu des trains au Rocher-de-Nez, au Rigi, à la Jungfrau. Puis celui qui a fait le plus de bruit, c'était un projet au Cervin. Donc, il y avait, voilà, c'était le plan des promoteurs. Donc là, c'était prévu de faire un funiculaire qui monte au Cervin, de fraiser un peu le sommet, là, pour faire une promenade avec un petit hôtel. C'était à quelle période? Ça, c'était en 1905. Et puis là, il y a eu une très forte réaction. Il y a eu 70 000 signatures contre ce projet, déjà à l'époque. Et puis justement, ces premières atteintes à la nature, ça a motivé la création de ligues de protection de la nature. Il y a d'abord eu la Ligue pour la beauté, qui s'appelait comme ça en 1906, qui a fait des très belles peintures. Et puis après, en 1906 déjà, il y avait la Commission de protection de la nature au niveau national qui a délégué quelques personnes qui est devenue après la Ligue suisse pour la protection de la nature pour créer le parc national. C'était eux qui étaient chargés de trouver des fonds, en fait, pour créer ce parc national. En 1913, la Société de nos oiseaux, parce qu'il y avait déjà des atteintes à la faune qui étaient importantes, donc ça faisait réagir les gens. Puis pour information, c'est seulement en 1956 que la Ligue vaudoise de protection de la nature, qui est devenue ProNatura Vaud, qui a été créée. Et puis les autorités ne sont pas restées comme les bras croisés, il y a eu des lois. En fait, la première loi forestière, elle date de 1810, mais elle n'a pas été, c'était une loi cantonale, elle n'a pas été tellement bien respectée. Puis après, il y a eu tellement de dégâts, il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés, il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des crues, il y avait vraiment un problème. Ce qui fait que ça a motivé les premières lois sur les lois forestières en Suisse. Il y a aussi une première loi sur la chasse, plus ou moins contemporaine, parce que la faune avait une grande partie disparu. En 1902, il y a la célèbre loi sur les forêts. C'est la même que celle-ci, mais celle-ci, elle s'étend aussi aux régions pleines, pas seulement aux régions de montagne. C'est une loi qui est un petit peu en avance sur son temps parce on pourrait l'intégrer dans la philosophie du développement durable, qui, elle dit en gros, tu coupes un arbre, tu replantes un arbre. C'est un petit peu ça la base
disons, rapidement dit, c'est un petit peu ça, ce qui explique que la forêt n'a pas diminué en Suisse, contrairement aux autres pays qui ont vu leur forêt nettement diminuer. Puis après, il y a eu seulement en 1966 la loi sur la protection de la nature, qui est venue très, très tardivement, puis qui a eu du reste un rôle dans la création de la réserve de la Pierreuse. Après, il y a eu les premiers espaces protégés. Là, il y a peut-être des gens de la salle qui en savent plus que moi, parce que au-dessus de l'Étiva, ouais, je vais peut-être mettre l'ordinateur là. Voilà, peut-être comme ça. Ça va mieux comme ça. Voilà, il fallait crier plus vite. Voilà, donc déjà au XVIIe siècle, je crois savoir qu'il y a cette forêt qui a été protégée parce qu'elle protégeait justement le village de l'Étiva. Et puis après, il y a déjà eu les districts francs, déjà en 1891, 1896, district francs des Muvrans, Chaussy-Rublier. Puis en 1911, il y a la création de la première réserve naturelle en Suisse, qui est dans le Jura, à la Braconne. Puis ça, c'est quand même une autre conception, parce que les premiers espaces protégés, c'était plutôt des objets protégés. C'était des blocs erratiques, c'était des montagnes, c'était des forêts. Et tout à coup, il y a toute la nature qui est protégée. Vous voyez cette image-là. C'est une très belle réserve naturelle qui est toujours une réserve naturelle qui existe toujours. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1914, il y a eu la création du parc national. Maintenant, on arrive enfin à notre Pierreuse. Et là, on commence cette histoire avec Édouard Constant Sondeau, qui est né, vous voyez, déjà en 1853, donc c'est quand même assez vieux. C'est un monsieur, quoi, une personne qui a créé une entreprise de colorants chimiques à Bâle, au départ, pour teinter des encres et des tissus. Après, il s'est associé à d'autres personnes pour créer cette firme pharmaceutique qui existe toujours, Sandoz, puis qui est devenue après Novartis. Et puis ce monsieur, il est venu à Lausanne à la fin du 19e, enfin 1890 par là. Je crois que c'était pour des raisons de santé. Puis ils sont aussi venus à Châteaudet. Et puis là, en tout cas, un de ses fils a été en pension à Châteaudet pendant 3 ans au collège Anchaud. C'était, mais c'était Édouard Sondeau, ouais. Édouard Marcel Sondeau. Et puis en 1892, curieusement, il achète l'alpage de l'Avidement. Je ne sais pas trop comment, mais là, vous avez l'alpage de l'Avidement, puis là, vous avez le contour de la réserve actuelle. Une partie de la réserve actuelle. Et puis là, il y a son fils, ouais, justement, Édouard Marcel Sondeau, qui a joué un rôle important dans la création de la réserve de la Pierreuse. C'était un mécène. Pendant longtemps, c'était un sculpteur très connu. Il était fan des Fenech. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a sculpté beaucoup de Fenech. Et puis, il est tombé amoureux du pays d'en haut parce qu'il a fait ses écoles, une partie de ces écoles-là. Avec son père, il trottait dans les alpages. Et puis, à la Première Guerre mondiale, en 1914, il est mobilisé avec une autre personne, un copain du pays d'en haut qui s'appelle Albert Morier-Genot, qui était, je crois, un personnage du village, de la ville, du village de Châteaudet. Et puis, bon, ils sont mobilisés à Saint-Bâton. Puis, comme l'ennemi ne venait pas, disons heureusement pour eux, ils rêvaient, puis ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une réserve nationale au pays d'en haut? Ils étaient probablement influencés par la création du parc national de Suisse, dans les Grisons. Et puis, quand ils ont été démobilisés, ils ont fait part de leur idée à la ronde. Et puis, le club Vanille a trouvé vraiment une idée super. Et puis, ils se sont dit, mais oui, il faut vraiment faire ça. Du reste, on a déjà un gardien. C'était un monsieur Bornet, je crois, ou Burnet, je ne sais pas, mais ils avaient déjà trouvé un gardien, mais il n'y avait pas encore de réserve. Puis après, il faut attendre le frère d'Édouard, Aurel Sondeau, à la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il va donner 50 000 francs à la commune pour qu'elle achète la Pierreuse, l'alpage de la Pierreuse. Puis après, il y a Louis-Maurice Sanchot, qui est vraiment la cheville ouvrière de la création du parc. C'était quelqu'un que vous avez peut-être connu. Moi, malheureusement, je l'ai croisé juste avant qu'il décède, donc je ne l'ai pas vraiment connu. C'était quelqu'un de pugnace, de très habile aussi, je crois, pour pouvoir acheter des terrains. Quelqu'un d'assez insistant comme ça.
Et puis, quelqu'un un peu aussi, qui était peut-être un peu en avance sur son temps, parce que ça, c'était quand même dans les années 50, 60, hein, donc on parlait moins de la protection de la nature. Puis, il était très, très concerné par les téléphériques. Oui, ça, j'ai pris ça parce qu'on a toute sa correspondance, donc chez ProNatura. Puis là, il s'est marqué, la préservation de la nature est un problème qui se rattache directement à la survie de l'humanité. Ça, c'était en 1960. Être moderne aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, consiste plus à préserver la nature pendant qu'il est temps que de construire partout des téléphériques. Il avait très, très peur des téléphériques. Il a lutté toute sa vie contre la construction de ces téléphériques, mais avec succès. Et puis contre les routes, etc. Donc voilà, ça c'est 3 personnes peut-être principales, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu les autorités de Châteaudet, il y a eu des conseillers d'État, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont participé à la création de cette réserve. Puis il y a eu des plaques, vous les connaissez sûrement, des plaques qui ont été posées, mais c'était vraiment des réels faits qui posaient ces plaques. Là, j'ai retrouvé dans le journal de Châteaudet, ici, chronique locale, 1953. C'était pour cette plaque-là, une année après le décès d'Aurel Sandeau, en 1953. C'est marqué les autorités communales de Châteaudet procéderont dimanche 19 juillet 1953 à l'inauguration d'une plaque en l'honneur du regretté Aurel Sandeau, citoyen d'honneur et bienfaiteur de notre commune, etc. Après, c'est marqué la population est chaleureusement invitée à prendre part à cette journée. Et voici l'ordre du jour 10h30, fanfare, discours de bienvenue, écho des Alpes, exposé du municipal Nigli, fanfare de nouveau, allocution du conseiller d'État Chaudet, qui viendra conseiller fédéral, écho des Alpes, allocution du pasteur Grenier, prière patriotique. Vous voyez le menu. Et il paraît qu'il y avait 200 personnes qui sont montées quand même dans la réserve. C'était la même chose avec, en 1966, ils ont posé cette plaque-là pour Edward Snowden. C'était aussi, il y avait plein de personnalités importantes du canton qui sont venues. Puis finalement, il y a une plaque pour Louis Maurice, qui est bien méritée. Là, je fais vite un petit récapitulatif chronologique de la création de la réserve. Donc, en 1945, 50 000 francs sont donnés à la commune pour acheter l'alpage de la Pierreuse. Le conseil communal, en 1946, vote à l'unanimité pour la création de la réserve. Donc, il y avait vraiment une motivation pour créer cette réserve. En 1947, il y avait aussi une motivation de la part de l'État, parce que l'État décide de faire une réserve de chasse de tout le vallon de la Gérine. 2 ans plus tard, protection de la flore et interdiction de construire. Donc, c'était vraiment des mesures un petit peu avant-gardistes presque à l'époque. Donc, il y avait vraiment une volonté à la fois de la commune, à la fois du canton de créer une réserve. Après, il y a le décès d'Aurel Sandeau, comme je vous ai dit. Et là, il lègue à la commune des actions Nestlé pour une valeur d'environ 300 à 400 000 francs à l'époque, pour agrandir la réserve. Donc, la commune va devoir gérer cet argent, ce qui va poser des fois quelques problèmes. Réintroduction des bouquetins. Ouais, ça, je ne vais pas trop parler, mais en fait, la faune avait vraiment pas disparu, mais les bouquetins avaient disparu. Il restait qu'une vingtaine de chamois. Il n'y avait plus d'aigles, plus de prédateurs. C'était vraiment un peu le désastre. Et là, il y a une réintroduction des bouquetins en 57, 55, mais aussi les années après. En tout, il y a eu 10 bouquetins qui ont été réintroduits. Puis en 1967, il y a 10 bouquetins qui ont été foudroyés, donc le même nombre, qui ont été foudroyés au sommet de la Gonflou. Ils ont retrouvé ces bouquetins en bas les parois de la Gonflou et il n'y a plus les cornes. Donc, il y a des gens qui étaient venus prendre les... On ne sait pas qui a fait du bénéfice avec ça, parce que ça valait environ 1000 francs. Hein. Donc, une paire de cornes. Donc, il y avait de quoi on n'a pas résolu l'énigme. Ici, ça a causé beaucoup d'histoires, hein, parce qu'il y a la commune abandonne l'exploitation de l'alpage de la Pierreuse et d'Avidemont, mais sous, bien sûr, l'influence de Sandeau. C'est Sandeau qui voulait vraiment avoir une réserve naturelle sans bétail. Après, oui, là, il y a donc la ProNatura, ça s'appelle la Ligue vaudoise pour la protection de la nature en 1956 qui est créée, et puis en 1958, Edouard Sandeau, il confie la gestion de la réserve à la Ligue vaudoise. Puis à ce moment-là, la Ligue vaudoise décide de créer une commission de gestion. Et on ne va pas décider tout seul qu'est-ce qu'on va faire. On va créer une commission de gestion dans laquelle il y aura les représentants des autorités communales, touristiques, du canton, etc.
Après, là, il y a des servitudes qui sont établies entre 58 et 59 avec les terrains de l'État et les terrains de la commune, avec ProNatura, quoi, qui s'appelait la Ligue vaudoise, pour protéger la nature. On peut dire que c'est à ce moment-là que la réserve est vraiment créée. En 1960, ben, il y a un règlement. Donc, le canton de Vaud reconnaît cette réserve comme une réserve cantonale, une réserve avec un règlement. Donc, ça, c'est tout. Toutes ces choses-là sont vraiment l'œuvre de Louis-Maurice Sanchot. Il a vraiment, phosphoré, comme on dit, au carburé pour arriver à ces résultats. Après, je n'ai parlé ça c'était la plaque commémorative pour Édouard Sondeau. Et puis, à ce moment-là, il y a aussi des discussions qui sont prises parce que ces servitudes-là, elles étaient valables 50 ans. Et puis, une fois que la réserve a été créée, on s'est dit, mais c'est dommage qu'elle dure que 50 ans. Puis là, tout le monde est d'accord, aussi bien la commune que le canton, pour augmenter de 50 ans encore supplémentaire la durée des servitudes jusqu'en 2057. Donc maintenant, après 2057, je ne sais pas ce qui se passera. On ne sera plus là, non? Quoi, j'espère? Comment? Qu'est-ce qui amène les servitudes par rapport au règlement? En plus, disons, si aujourd'hui les servitudes tombaient, est-ce qu'il y aurait des choses qui... Non, je pense que ouais, parce que ça c'est vraiment les servitudes de la Grande Côte. Donc, on parle que de la pierreuse originelle. Donc, on verra après une carte de ces différentes parcelles. Mais disons que là, c'est des servitudes avec la commune et avec le canton qui durent jusqu'en 2057 et aussi avec la Fondation Sondeau. Donc, elles n'ont plus de valeur après 2057 normalement. Mais elles seront certainement reconduites. Ce que je voulais dire, c'est que le règlement, c'est un règlement d'État, donc il n'est pas limité dans le temps. Ouais, c'est un petit peu ambigu parce que ce n'est pas reconnu comme un arrêté de protection. C'est très bizarre. C'est la seule entité territoriale reconnue par le canton qui n'est pas un arrêté de protection. C'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Ouais, après, en 1967, création du district de la Goumflou, donc bien après la création de la réserve. Après, là, il y a le rachat par la Fondation Sondeau des alpages de Pacol-les-Salais, qui appartenait à Gabriel Morier-Genoux. Après, il y a le rachat l'année suivante à la commune de la Videmont et de la Pierreuse, aussi par la Fondation. Puis en 1971, décès d'Édouard Sondeau à 90 ans. Il est devenu très âgé. En 1976, il y a une convention entre la commune et la Ligue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la commune avait peur que ProNatura achète autant de pâturage. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre tout le monde dehors. Et puis, voilà, il n'y aura plus d'activité agricole. Alors là, il y a une convention entre la commune et la Ligue pour que les pâturages puissent être exploités aussi longtemps que des paysans seraient d'accord de le faire. Et puis, il y avait aussi des clauses de protection de la nature, c'est-à-dire il y avait des restrictions de droits d'exploitation, pas d'herbicides, pas de biocides, pas de moutons, surtout. Donc, il y avait pas mal quand même de restrictions qui sont valables aussi bien pour les pâturages de la commune que les pâturages de la Ligue vaudoise. En 1980, il y a ProNatura qui crée un emploi salarié parce que Louis Maurice, il a fait tout ça de manière bénévole. Je ne sais pas comment il faisait. Et puis, la Fondation, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, la Fondation Sondeau fait don de l'alpage de la Videmont à ProNatura. Donc, c'est seulement en 1991 que ProNatura devient propriétaire d'une petite partie de la pierreuse. Voilà, ça, c'était la parcelle de l'État. Et puis ça, c'était les 2 parcelles que la commune avait achetées avec le fonds Sondeau. C'était juste avant la création vraiment de la réserve. Ça, c'est la réintroduction des bouquetins. Vous avez peut-être vu ces images. Ah, ça, c'est Louis-Maurice Sanchot. C'était toute une épopée, quoi, cette libération des bouquetins. Ces bouquetins qui venaient ceux-là, ils venaient de Suisse allemande. Des Grisons, il y en a qui sont venus après du Pleureur au Valais. Et puis du Tierpark aussi. Puis voilà ce qu'était la parcelle au moment de la réserve, au moment de sa création. Vous avez la parcelle de l'État qui est là, vous avez la parcelle de la commune qui sont là, la Videmont et la Pierreuse, et puis le Les-Salais-le-Paca qui appartenait à Gabriel Mochot, qui était d'accord de vendre. Non, à ce moment-là, ce n'était pas vendu, il y avait une servitude. Il a vendu plus tard. Puis voilà la situation actuelle.
qui est un petit peu difficile à expliquer parce que la commune, ici, ce qu'on voit là, ça, c'est ce qu'on voit ici. Ça fait un petit peu près comme ça. Et puis, l'idée de Louis-Maurice Sancho, c'était de protéger ce cœur, si on veut bien, de la réserve par des surfaces qu'il achèterait et qui protégeraient. Il avait peur que des téléphériques se construisent, que des routes se construisent, etc. Donc, il a vraiment essayé de faire un rempart, comme ça, avec ces parcelles-là. Puis après, il y a eu le problème du fond de l'Étiva, où l'armée il avait des velléités de faire des terrains d'exercice. Et puis, Pronatura a aussi acheté tout ce qui est bleu. Donc, il y a différentes couleurs de bleu, parce qu'il y a du bleu vaudois, du bleu suisse, puis du bleu vaudois-suisse. Et puis, ça, c'est le canton. Ça, c'est des privés au jaune, avec lesquels on a des conventions. Et puis, en orange, c'est les communes. Donc, voilà ce qui est devenu la réserve, la grandeur de la réserve actuelle. Alors, il y a un petit peu un souci de terminologie, parce que la pierreuse, en fait, c'est ça, mais au sein de Pronatura, ben, comme ça, c'est petit à petit agrandi, pour nous, la pierreuse, c'est le tout. Donc, quand il y a des gens qui arrivent au col de Seron, là, puis qui voient un panneau pierreuse, ils se disent, mais je me suis trompé de vallée. C'est là la pierreuse. Donc, là, il y a un peu un souci. On est en train peut-être de revoir cette signalétique pour que les gens ne pensent pas s'être trompés de vallée. Donc voilà un petit peu l'historique de cette réserve. Maintenant, on va dire quelques mots sur la faune. Ça, c'est une nivérole alpine. Donc, on a fait un plan de gestion. La réserve de la Pierreuse, il y a un gros plan de gestion. Il y avait Didier Girard qui en avait fait un au Santon. On en a refait un en 2015. Puis dans cette plan de gestion, on a fait un inventaire des espèces de fleurs, de fougères, etc., d'animaux. Et puis là, j'ai fait un peu un schéma pour montrer la proportion entre les différents groupes d'animaux. Vous voyez, il y a 468 animaux recensés dans la réserve. Il y a une grosse tranche de gâteau bleu, là. Ça, c'est les coléoptères, parce qu'on a fait faire une étude. On a fait une étude qui a bien sûr sur les coléoptères. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, parce que en fait, personne ne les connaît. Et puis, ça, c'est les papillons. Là, il y a Aline Gatoya, du canton de Vaud, qui est à la DGE, qui a fait aussi un travail de master ou quelque chose comme ça sur les papillons. Donc, on peut dire que les papillons, ils ont bien été recensés dans la réserve. Les oiseaux au rouge, il y a beaucoup d'amateurs d'oiseaux. Donc là, on peut aussi se dire que la représentation des oiseaux, on voit 85 espèces, c'est déjà pas mal. Puis après, les mammifères, on voit que là, il y a peut-être... Les mammifères sont bien répertoriés aussi. Et puis, ce qu'on peut aussi voir, c'est ces toutes petites tranches là. Ça, c'est les reptiles, les batraciens et puis les poissons. Vous voyez que c'est très, très peu d'espèces par rapport au reste. Vous voyez, les papillons plus les coléoptères, ça fait déjà la moitié des espèces. Et comme les oiseaux, c'est les espèces nicheuses ou bien c'est tout ce qui a été... Moi, je pense que c'est tout ce qui a été vu. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 85 espèces nicheuses. Ouais. Je serais vraiment surpris. Je vais faire un petit tour des espèces les plus emblématiques. Il y a le bouquetin. Alors, en fait, toutes les belles photos de cette présentation, elles sont dues à Benoît Renevet. Je ne sais pas si vous connaissez ce photographe. C'est lui qui a fait ce bouquin-là. Ce très beau livre-là, Nature vaudoise, sur les 21 plus belles réserves de Pronatura Vaud. Alors, je me suis permis de piquer quelques photos. Alors, voilà, ça, c'est un bouquetin au C des Mossards. C'est rare de les voir comme ça, on les voit plutôt comme ça. Là, c'était une excursion qu'on a fait à la Minaude. C'est sur le grand cône d'Éboulis. Alors, on peut les voir assez facilement comme ça, ils n'ont pas du tout peur. Ils sont tout à fait faciles à observer quand on est proche d'eux. Alors, ils ne sont pas peureux, ils ne sont pas chassés dans la réserve. Par contre, on voit que la situation n'est pas très bonne pour le bouquetin. Vous voyez, les différentes colonies, elles sont toutes un peu en train de descendre comme ça. Et puis, le coton a été un peu, devant les responsables de la faune du coton, s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces bouquetins? Il y a une première étude qui a remarqué que ces différentes colonies sont assez sédentaires, mais il y a des individus qui passent d'une colonie à l'autre, et c'est les vieux mâles. Parce que c'est les vieux mâles qui participent à la reproduction. Et puis donc, suite à ça, je crois que les plus vieux mâles n'ont plus été chassés en dehors de la réserve. Mais ils continuent à descendre. Et puis maintenant, il y a une étude qui est lancée sur le bouquetin pour essayer de comprendre les causes de la diminution de ces bouquetins. Il y a un problème avec le bouquetin, c'est un problème génétique. C'est que, évidemment, ces colonies elles sont issues d'un tout petit nombre qui ont été réintroduits. Puis au fil des générations, la consanguinité augmente.
Puis il y a un problème même pour l'espèce elle-même, c'est que même en Suisse, même en Europe, en fait, ils sont génétiquement très faibles. Les bouquetins, même la Confédération, l'OFEF, ne sait pas comment faire pour essayer de dynamiser un peu cette génétique. Il y a le chamois, évidemment, le chamois qui est beaucoup plus farouche que le bouquetin, mais qui ne va pas non plus très bien. Vous voyez, le vert, c'est les Alpes. Vous voyez qu'il y a une dégringolade depuis là. Cette dégringolade, elle est plutôt due au muvron, dans le distrifron du muvron. Ça, c'est seulement dans les distrifrons, hein, ces courbes. Ce n'est pas en dehors des distrifrons. C'est-à-dire là où il est même pas chassé. Donc là, il y a aussi un problème avec ces chamois. Personnellement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un moratoire sur la chasse aux chamois. Et puis, pendant quelques années, on arrête de les chasser pour voir un peu ce qui se passe. Maintenant, en fait, la situation, ils ont atteint un plancher, puis la population reste à ce plancher. Mais ils sont quand même très, très bas en nombre. L'effectif est bas. Puis il y a le cerf, c'est une photo de Benoît Renevet, ça s'est pris à la Minaude aussi. Donc les cerfs, je pense que vous savez, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. Avant, ils étaient à Estavanons. Ils passaient l'hiver à Estavanons, à peu près comme au Canada. Ils se dispersaient sur le canton de Berne, sur le canton, plus loin le canton de Fribourg. Ils passaient la Jeune, le Gros-Mont, Ciernes-Picard, l'Etmer. Ils traversaient la Sarine pour venir jusqu'à la Pierreuse, puis jusqu'à l'Étiva. Puis petit à petit, il y a des petites populations qui sont sédentarisées de ces endroits-là. Donc ça, c'est vraiment une magnifique espèce. Voilà les biches, tout aussi belles, toujours pris dans la Pierreuse. Et puis l'aigle royal. Donc l'aigle royal, c'est aussi une espèce emblématique de la réserve. Il y a environ 5 aires différentes dans le bassin versant de la Gérine. Vous savez peut-être que les aigles, ils ont plusieurs aires, puis qui changent d'année en année. Et puis, il y a un amateur qui s'appelait Gabriel Baudret, qui a étudié les aigles pendant 40 ou voire même 50 ans. Il a fait un suivi de tout, donc à titre d'amateur. C'est un amateur, mais vraiment incroyable. Il a passé sa vie à l'étude des rapaces. Et puis, il allait toujours baguer ses aigles. Mais quand il est devenu vieux, il a envoyé d'autres gens baguer ses aigles. Là, vous voyez Rock, Monsieur Rock, qui descend courageusement au bout de sa corde pour aller baguer des aiglons. Voilà l'aiglon en question. Et puis, les aigles ne pondent pas chaque année, généralement une année sur deux, tout le temps 2 œufs. Et puis là, une année, on a trouvé 2 œufs comme ça, mais abandonnés. Donc ces œufs on a pensé qu'ils étaient clairs, ils n'avaient pas été fécondés. Puis on est descendu chercher ces œufs, puis voilà ce qu'on a trouvé en cassant un œuf. En fait, ils n'étaient pas du tout clairs, c'était des œufs fécondés, mais qui avaient été abandonnés. Alors, on ne sait pas pourquoi ils ont été abandonnés, mais il y a toute une histoire avec les parapontes. Et puis ces parapontes, voilà, il y a eu beaucoup de bruit avec ça. En 1996, il y a la Société de nos oiseaux qui manifeste, qui dit mais ça ne va plus depuis les années 80 que la production de l'aigle descend. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ces parapontes. Puis à l'époque, ils volaient très mal, hein, ces parapontes, parce que moi-même, je faisais. Et puis, ils volaient comme des fers à passer un peu. On est comme ça. Ce qui fait qu'on passait assez près, au fait, des nids. Maintenant, ils volent beaucoup plus haut, ils embêtent moins. Puis là, il y a une convention qui a été signée entre nos oiseaux et les parapontes, qui a mal été respectée. Après, il y a une deuxième convention qui a été faite. Et puis, de cette deuxième convention, c'était marqué qu'il fallait faire un suivi de l'aigle. Et puis, j'ai eu un suivi de l'aigle pour voir s'il y avait vraiment un problème entre les parapontes et les aigles. Et puis, j'ai eu la chance de participer à ce suivi. Et puis, en fait, on a vu qu'il y avait quand même des dérangements, surtout indirects. C'est-à-dire que tant que les parapontes étaient visibles dans le ciel, les aigles ne revenaient jamais au nid. Donc, les œufs, là, est-ce qu'ils ont été abandonnés parce qu'un aigle est parti? On voit du reste, il était près d'éclore. Donc, à cette époque-là, à ce stade-là, ils sont fragiles. Si l'œuf se refroidit, l'aiglon peut facilement mourir. On ne sait pas si c'est ça. Puis après, il y a eu une modification de l'ordonnance fédérale sur les distrifrons qui a dit que c'était dorénavant interdit de décoller d'un distrifron. Puis, vous voyez, il décolle de là. Puis là, on est dans le distrifron. Donc, depuis 2015, il n'y a plus de parapontes qui décollent de là. Donc, c'est une bonne chose. Ça a été réglé finalement comme ça. Les chauves-souris, ouais, alors, une fois qu'on était avec des civilistes dans un chalet, on était en train de nettoyer les planches sur les solides.
Et puis, on a acheté au bord des vieux lits, du vieux commerce. Et puis, il y avait des matelas mousse. Puis on a acheté au bord les matelas mousse. Puis, au moment où un matelas mousse a frappé le sol, il y a eu des tas qui sont sortis comme ça. Puis, qui sont tombés, pof, comme ça, par terre. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, au tapotant sur le dos de ce drôle de truc, ben voilà, on a vu des chauves-souris. En fait, c'est des super chauves-souris avec des chouettes oreilles qui leur vaut du reste le nom d'oreillard brun. Ça, c'était dans le chalet du Pétrigeable. Puis après, suite à ça, on s'est dit, mais on connaît mal ces chauves-souris dans la réserve, donc on va faire une étude. Alors, on a fait faire une étude cette année par le CCOVO, donc c'est le Centre d'études des chauves-souris, par Marc Bastardo. Alors, ils ont posé des appareils pour enregistrer les sons des chauves-souris. On peut les détecter avec les bruits qu'elles font. Et puis, ils ont aussi capturé les chauves-souris. Puis, le résultat, il était pas mal intéressant, aussi pour les spécialistes des chauves-souris, qui ont été étonnés de voir qu'il y avait quand même 13 espèces dans la réserve, dont 6 sur la liste rouge. 13, il y a 30 espèces dans le Suisse. Donc, ça fait le tiers qui vivent là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait trop froid pour les chauves-souris, pour qu'elles se reproduisent de la réserve. Donc, c'est plutôt un terrain de chasse. C'est un terrain de chasse, elles viennent même en haute altitude. Ils ont posé des filets à Seron, à 1900 mètres d'altitude, puis ils en ont attrapé. Donc voilà, c'était une étude qui a été intéressante, qui a été financée par la Fondation Sondon. Voilà un petit peu. Donc, il y a eu des soirées pour le public. Et puis, voilà, quelques animaux qui ont été attrapés. Bon, on va quand même parler des vipères. On ne parle pas que des animaux très sympathiques, mais bon. Donc, il y a 2 sortes de vipères qui vivent dans le parc. Il y a la vipère aspic, puis la vipère péliade. Ça, c'est l'aspic. On voit, elle a l'air assez méchante. Elle a le nez qui remonte comme ça. Et puis, on la reconnaît parce qu'elle a 2 rangées d'écailles entre l'œil et la lèvre supérieure. Et puis, la couleur, là, alors, il ne faut pas se fier à la couleur pour reconnaître les vipères. Là, c'est très rare de les voir comme ça, mais elles peuvent être grises, elles peuvent être beiges, toujours avec un motif noir sur le dos. Ou bien ça, c'est presque les plus belles, je trouve. Et souvent, elles sont comme ça, elles sont mélaniques, elles sont noires. Donc ça, c'est assez fréquent dans les montagnes. Et puis l'autre vipère, c'est celle-ci. Elle a l'air un peu moins méchante. Et puis, elle n'a qu'une rangée ici, ça c'est la vipère péliade, qu'une rangée d'écailles. Puis elle a l'iris des yeux qui est plus sombre, qui est plutôt ombré comme ça. En fait, quand il a fallu refaire les accès aux alpages de Pronatura, on a fait faire une étude par Jean-Marc Monnet, non, Jean-Claude Monnet, qui a fait du reste qui a mené des excursions pour le parc naturel, hein, quelqu'un qui était vraiment génial. On a fait faire une étude pour savoir de quelle mesure ces routes allaient déranger ces vipères. Alors, il a fait un recensement des vipères à Seron et Paquiboitier. Et puis, il y a une très grande colonie qui vit là-bas. Puis, il a aussi vu tout à coup des trous, des endroits où il n'y en avait pas. Puis ça, c'est certainement dû à la persécution, quoi. C'est au prélèvement d'individus. Parce qu'en fait, ça se vend très cher, les vipères. Surtout si elles sont gestantes. Ouais. Il y a tout un business avec ça. Il y a des fadas de serpents, puis voilà, il faut bien les acheter quelque part. Ces 2 vipères, elles sont bien sûr, elles ont du venin, mais en fait, elles ne sont pas du tout agressives. Elles sont même plutôt timides. Le seul risque, c'est de ne pas les voir, puis de mettre la main dessus. Autrement, il n'y a quasi jamais d'accident. Encore une sorte d'animaux, c'est les coléoptères saproxyliques. Ça, c'est les coléoptères. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'avoir ça de votre cou ou bien de vos cheveux, parce qu'ils volent très, très mal. Ils nous arrivent toujours dessus, au mois de juillet, comme ça. C'est des coléoptères saproxyliques, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le bois mort. Voilà, soit dans des arbres comme ça, debout, soit dans des arbres comme ça, couchés. Donc, c'est des coléoptères qui sont des bons bio-indicateurs pour indiquer la qualité d'une forêt. Parce qu'ils sont liés au bois mort et qu'il y a une très grande diversité de ces insectes. Vous voyez là, c'est des hommes qui se battent un petit peu. Celui-là, il s'appelle le monocame cordonnier. Alors, j'ai aucune idée pourquoi cordonnier, mais voilà, c'est son nom. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais voilà, c'est des insectes très beaux que moi j'aime beaucoup. Alors, il y a soit les insectes qui sont corticoles, qui vivent sur les écorces, qui sont mimétiques, qu'on voit mal, soit ceux qui sont butineurs, puis qui sont très visibles, pour dire attention, puis ils ont un peu un manteau de guêpe, comme ça, ou de bourdon,
pour dire attention, je suis mauvais, ne me mangez pas. C'est un petit peu ça leur stratégie. Et puis, c'est vraiment des très bons bioindicateurs. Donc, s'il y a beaucoup de ces insectes, c'est que la forêt, la communauté vivante de la forêt est bien équilibrée. Et puis là aussi, on a fait faire une étude dans la pierreuse en 1919 par le CSCF. C'est là où les données faunistiques sont centralisées en Suisse. C'est une étude qui a été faite par Yannick Chitaro, qui est assez connu, qui est un excellent entomologue. Puis là, ils ont mis des pièges d'interception pour choper ces bestioles. Et puis, ils ont trouvé 125 espèces. C'était aussi une chose qui était mal connue. On ne savait pas ce qui vivait à la pierreuse par rapport à ces espèces. 65 qui sont liées au bois mort, 17 sur la liste rouge, puis 7 espèces hyper rares, dont une qui est vue pour la première fois dans le canton de Vaud. Puis la forêt de la pierreuse arrive en 3e position suisse par rapport à sa richesse en coléoptères. Il faut dire que la forêt de la pierreuse, elle est protégée depuis le début de la réserve, donc depuis 1960. Les arbres sont plus coupés. La forêt, elle est laissée à sa libre évolution, ce qui explique en fait le bon résultat qu'on trouve 60 ans plus tard. Voilà ces fameux insectes hyper rares. Vous voyez qu'ils ne sont pas hyper beaux, ils sont tout petits. Mais bon, ils font partie de la biodiversité. On parle toujours des chamois, des bouquetins, de l'aigle. On oublie complètement tout ce petit monde qui a aussi son importance. Voilà, maintenant on va parler un peu de la flore et de la végétation. Vous voyez, ça c'est de nouveau ce même gâteau, mais qui est un peu différent, pour tout ce qui n'est pas animal. Donc il y a des plantes, des mousses, des lichens, des champignons. Vous voyez qu'il y a une très grande partie qui est représentée par les plantes vasculaires, elles ont été bien répertoriées. Par contre, avec les champignons, en fait, il y en a très peu qui sont répertoriés. Il y en a 80 espèces, mais je suis sûr qu'il y en a bien, bien plus. Il y en a peut-être autant que de plantes. En Suisse, il y a 6000 espèces, 6500 espèces de champignons, puis 3000 espèces de plantes. Donc, proportionnellement, il devrait y avoir quand même plus de champignons. Les lichens ont peut-être été assez bien répertoriés, les mousses peut-être moins bien. Donc, voilà un petit peu ce qui a été inventorié, mais qui ne représente pas la réalité. Puis les botanistes, en fait, ils ne s'occupent pas seulement de faire des listes de fleurs, des listes de plantes, mais ils font des cartes de végétation. Ces cartes de végétation, si vous voulez, les plantes, elles vivent par communauté végétale, elles vivent par association végétale. Il n'y a pas n'importe quelle plante qui va se trouver avec n'importe quelle autre. Et puis les botanistes, donc, vont faire ces cartes de végétation qui vont nous permettre de mieux appréhender, comprendre l'évolution de la végétation dans le temps. Donc, vous voyez ici, par exemple, en vert foncé, c'est les forêts d'épicéas. En vert clair, c'est les forêts de sapins et de hêtres. En bleu, c'est tout ce qui est mouillé. C'est les marais, les zones alluviales, les bas marais, les prairies marécageuses. En rose, c'est tout ce qui est pelouse alpine. Et puis en jaune, c'est tout ce qui est pâturage. Et puis s'il y a des listes rouges pour tous les organismes, pour les champignons, pas tous, mais beaucoup, pour les, je sais pas, pour les hyménoptères, pour les libellules, pour les champignons, etc. Il y a aussi une liste rouge pour les milieux naturels, c'est-à-dire ces communautés végétales. Et puis, dans la réserve de la Pierreuse, vous voyez qu'il y a pas mal d'unités végétales qui sont menacées, très menacées ici, ou moins menacées là, pas menacées là, mais quand même dignes de protection. Donc, vous voyez, la très menacée, c'est les groupements à lèche renflée. C'est en fait la végétation riveraine qui entoure un petit peu les marais. L'aulnée blanche, les bas marais, les deux sortes de bas marais. Là, il y a des forêts à nerfs bruns, des pelouses calcaires. Et puis après, vous voyez que là, c'est peut-être pas menacé, des forêts d'Arol, mais qui restent quand même très rares dans les préalpes. Il y en a par exemple dans le Valais, mais chez nous, il y en a très très peu. Des longs rhododendrons, des forêts d'épicéas, mais sur gros blocs, qui sont aussi assez rares. Donc voilà, c'est une chose quand même à relever dans la réserve de la Pierreuse. Pas seulement, il n'y a pas seulement des fleurs rares, mais il y a aussi des milieux rares. Maintenant, les fleurs, bon, ben, je vous en passe quelques-unes. L'Edelweiss, que vous aurez tous reconnu. Mais je ne vous dirai pas où je l'ai photographié. Moi, je dois dire que je ne suis jamais sorti des chemins à la Pierreuse. Donc, toutes mes photos, elles sont prises depuis les chemins. Et ça, c'est près d'un chemin. Donc, je vous laisserai chercher. Moi, je vous dis où c'est. Ah bon? C'est Edelweiss Paradise. Ah ouais. Alors, c'est un petit peu plus haut. Un peu plus haut que le paradis. Ouais.
Pour la petite histoire, c'est qu'une fleur pissenlit, c'est en fait un bouquet de fleurs, parce que chaque pétale, c'est une fleur. Et puis, c'est un bouquet condensé. Puis, faites l'Edelweiss. Vous voyez, c'est 5 petits pissenlits, c'est 5 petites inflorescences comme ça. Donc, en fait, c'est un bouquet de fleurs. C'est pas très particulier pour ça. Ça, c'est vraiment la fleur qui a fait la renommée de la pierreuse, mais bien avant la réserve. Elle a été découverte en 1850. C'est le pavé des Alpes. Ça c'est aussi au bord d'un chemin. Pas très loin du chalet de la pierreuse. C'est une très, très, très jolie fleur. Si vous allez vous promener à la fin du mois de juin, début juillet, vous la verrez une fleur. Ça, c'est une autre plante des éboulis calcaires. C'est le tabouret à feuilles rondes. C'est une plante qui a beaucoup de mérite, je trouve, parce qu'elle pousse dans des éboulis mouvants, comme ça, avec des pierres qui cisaillent, je pense, chaque fois que ça descend. Puis elles ont juste le temps de fleurir. Enfin, c'est assez miraculeux, je trouve, cette fleur-là. On parle beaucoup de calcaire parce qu'en fait, la pierreuse est vraiment calcaire, en gros. Sur les rochers calcaires, vous aurez certainement vu cette plante. C'est la primevère auricule. Elle ressemble à la primevère officinale, mais elle a des feuilles en rosette basale qui sont un petit peu grasses comme ça. Elle n'est pas très rare. Puis ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est l'Androsace helvétique. C'est des plantes absolument exceptionnelles qui vivent en coussin comme ça, qui vivent très longtemps. Ces coussins, ils vivent jusqu'à 60 ans. Donc c'est assez exceptionnel. Ils vivent dans des environnements très, très difficiles, très inhospitaliers. Ils supportent le froid, ils supportent le super chaud, le sec, le mouillé, ils ne se font pas brouter. C'est comme ça qu'ils survivent. Ici, vous avez des dryades, que vous connaissez sûrement, la dryade à 8 pétales, qui est faite en arbrisseau, ce n'est pas vraiment une plante herbacée. Maintenant, sur les sols plus frais, vous avez cette magnifique fleur. J'espère que vous l'avez déjà vue. Elle est magnifique. C'est la grande ogolie, elle est très fragile. Elle est tellement grande qu'elle devient fragile. Il suffit d'un gros coup de vent ou d'une forte pluie pour que tout à coup, il y ait des pétales qui commencent à tomber. Alors, elle n'est pas rare dans le parc, mais elle est très disséminée. Puis, il y a les 2 espèces de redot. Donc, il y a le redot, tout le monde, on connaît tous le redot, mais on ne sait peut-être pas qu'il y en a 2 espèces. Ça, c'est le redot ferrugineux, qui est le plus commun. Sous ses feuilles, comme ça, il est rouge. C'est pour ça qu'il s'appelle ferrugineux. Puis ça, c'est le redot cilié. Peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a des tout petits cils ici sur la marge des feuilles. Puis lui, il vit uniquement sur le calcaire. Cilié, ouais. Alors, il est beaucoup plus rare. Cilié parce que c'est des petits cils qui garnissent la marge des feuilles. Autrement, dans les pelouses calcaires, il y a l'orchis brûlé. Il est tout petit, mais quand on le regarde de près, il est incroyablement joli. Comme là, avec ces tout petits points-là. Il y a l'astère des Alpes, alors ça, tout le monde le connaît. Puis il y a une plante que moi, je n'ai jamais vue, c'est la renoncule vénéneuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi, je n'ai jamais vu cette renoncule qui pousse vers l'avidement. Autrement, pour parler de quelques milieux particuliers, il y a bien sûr le Gour de la Plane. Je suppose que tout le monde le connaît. C'est un lieu totalement magique. Ils manquent juste les filles. Et puis là, il y a des gazons flottants qui poussent comme ça, qui s'avancent sur l'eau. C'est un étang qui est alimenté par dessous, comme ça. Il n'y a pas de rivière qui arrive dedans de ruisseau. Il est alimenté par des eaux souterraines très froides. En fait, il y a eu des études sur ce plot. L'eau, elle est toujours entre 1,8 et 2,3 degrés, même en été. Donc, elle est extrêmement froide, hyper pure. On voit vraiment, c'est absolument fou. Ça vaut vraiment le coup de connaître cet endroit. Le Gour de la Plane. Un autre lieu, un autre géotope incroyable, c'est ce cône. Ça, c'est vraiment un cône. Je ne connais pas d'autres comme ça. C'est un cône qui est intéressant parce qu'il est encore actif. On voit, là où il n'y a pas de végétation, c'est que les pierres, elles roulent toujours. Vous voyez, ici, il y a comme une coulée. Il y a une coulée, puis on voit comme ça une espèce de bavure. Là. Il y a une espèce d'érosion. Là. Puis tout à coup, ça fait comme ça. On voit aussi une granulométrie qui est plus grande. Là, il y a eu un éboulement. C'était vers 2010, je crois. Un éboulement qui est parti de là, je crois, là où c'est le plus clair, puis qui a dévalé sur ce cône. Puis les endroits qui ne bougent pas, alors ils sont assez vite colonisés par la végétation. Ça, c'est vraiment un magnifique géotope du parc.
Pris avec un drone. Pardon? C'est pris avec un drone. Non, non, Donc, je ne sais plus d'où vous l'avez pris cette photo. En fait, je ne sais plus. ah ouais. Mais je crois de l'Asia, quoi, je ne sais plus. Les drones sont interdits. Puis ça, c'était bien avant un drone, j'ai pris cette photo il y a longtemps. Puis juste pour parler encore de quelques milieux particuliers, c'est les forêts de pins de montagne. Le pin de montagne, c'est l'arbre le plus résistant de Suisse. C'est le seul qui arrive à vivre dans des parois calcaires où il fait très très chaud, très froid, il n'y a pas d'eau. C'est un arbre incroyable. C'est le seul qui arrive à vivre dans les marais aussi, dans les tourbières. Donc c'est un arbre qui est absolument incroyable. C'est pas vraiment des forêts, mais c'est disons des. Ça, c'est comme des. C'est pas une forêt parce que c'est pas serré comme ça. Mais il y a quand même que cet arbre qui arrive à pousser là. Il garnit surtout les parois sud du rocher pourri, puis du rocher du Midi, puis du rocher plat aussi. Autrement, il y a les arolles. Alors, il y a quelques arolles dans le parc, c'est pas vraiment des arolières, mais disons, on reconnaît les arolles avec leur houppier qui est rond comme ça, contrairement aux épicéas qui sont pointus. Ça, c'est le Sédimiosa. Puisqu'on parle d'arbres, on peut aussi parler juste encore de lichens. Les lichens, c'est vraiment l'affaire des spécialistes, c'est très compliqué à déterminer. Il y en a juste un qui est facile, c'est celui-là. Il s'appelle lobe pulmonaire. C'est un nom assez. Et puis, ça ressemble vraiment à des feuilles de salade qui font comme ça. Quand il pleut, c'est vraiment vert salade. Puis quand il fait sec, ça devient brun comme l'écorce. Ça, il y en a alors dans le parc, dans la réserve. Puis d'autres lichens, vous voyez, comme celui-là, on croit qu'on en voit plein. Alors que celui-là, il est très rare. En fait, celui-là, on peut le reconnaître parce qu'il a des minuscules points, mais là, on ne voit pas tellement. Il a des minuscules, il est perforé par des tout petits trous. Mais on les voit bien à l'œil nu. Pas besoin de loupe. Et puis là, le parc naturel a fait faire, a engagé, ou je ne sais plus, il y a eu un contrat avec Marine Verdeau pour faire une étude sur les lichens du parc. Parce que le parc avait établi des espèces prioritaires pour le parc, dont une liste de lichens, et elle a étudié la pertinence de cette liste. Elle a fait un travail absolument incroyable, je trouve, pour un travail de bachelor. C'est vraiment fou. Elle a fait plein de transects comme ça. Et puis là, je vous montre le transect qu'elle a fait dans la réserve de la Pierreuse. Vous voyez qu'il y a énormément de lichens. Ils sont tous menacés, tous rares. On voit aussi l'effet de la protection de la forêt depuis 60 ans. Et puis la géologie, je ne crois pas que je vais vous en parler, la géologie, parce que je ne suis pas du tout expert. Et puis, on n'a peut-être pas le temps. Mais quand j'ai fait cette photo, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas là à faire un volcan éventré? Tac. Ça ressemble quand même. Alors, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu de fumerolles, ni coulées de lave. Alors, on ne sait pas. J'ai calculé l'altitude qui ferait, ça ferait juste 3000 mètres. Alors, la géologie, si vous voulez avoir il y a une carte qui a été faite dans les années 60 là, qui explique un peu la géologie. C'est toujours assez compliqué, la géologie, mais il y a un très bon bouquin qui est là, celui-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle Aux Lumières du lieu. Ah ouais. Et puis là, il y a des 15 balades dans les Préalpes. Il y a une balade dans la Pierreuse géologique qui est écrite par Michel Martalet, qui est un excellent vulgarisateur. Et puis, c'est vraiment passionnant de lire ça. On peut faire la promenade et puis avec le guide, et puis on comprend beaucoup mieux que cette carte. C'est plus facile à comprendre. Mais en gros, il y a des nappes calcaires, il y a la nappe du Niesen, il y a la nappe des Préalpes médianes, etc. Il y a une superposition de nappes calcaires qui se chevauchent. Voilà, j'arrive à la dernière partie de la présentation, c'était sur la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait de cette réserve? Donc, il y a à la fois la Fondation Son d'eau et Plan Naturel, mais qu'est-ce qu'on y fait? Ben, il y a des enjeux. Donc, on essaie de répondre à certains enjeux. Il y a des enjeux de préservation de la nature et du paysage. On tient aussi à maintenir l'économie alpestre traditionnelle. C'est vraiment une grosse partie de notre effort. Il y a des enjeux de conservation du patrimoine bâti. On privilégie le pavillon. On refait des murs. On privilégie la chaux quand on refait des crépis. Il y a des enjeux pédagogiques et touristiques. Puis finalement, on a vu des enjeux scientifiques puisque c'est un endroit qui est préservé. Donc, ça intéresse les scientifiques d'y faire des études. Donc, voilà un peu ça, c'est une excursion. Ça, c'était justement une excursion en chauve-souris. Donc, on fait des excursions pour l'aspect pédagogique. On a aussi édité cette petite brochure-là. Peut-être vous l'avez déjà vue. Cette petite brochure sur la réserve de la Pierreuse.
un dépliant avec une carte au verso qui explique un petit peu les choses à voir de la réserve. Il y a les actions bénévoles. Alors, on fait des fois des actions entreprises. Il y a des gens qui viennent juste un jour. Ce sont des banques, des employés de banque comme ça. Du reste, ils ne sont pas hyper efficaces. Mais ils ont plein de bonne volonté. Et puis surtout parce que ils arrivent, bon, ils viennent de Lausanne, donc quand ils arrivent avec leur bus déjà 10 heures en bas, ils arrivent à midi moins quart au chalet, là ils boivent leur verre de blanc. Et puis après, bah, ça discute des problèmes de bureau, c'est du team building. Donc tout le monde parle de ses problèmes. Et puis voilà. Donc, mais par contre, on fait aussi des actions qui sont plus intéressantes. C'est des semaines entières. Donc là, c'est des semaines entières. On fait 2 semaines par année dans les Préalpes avec des groupes de bénévoles avec une dizaine de personnes. C'est même des gens qui bossent pour venir travailler. Tu vois, s'il n'y a pas de remont. C'est que des Suisses-Allemands. Ouais, c'est vrai. C'est que des Suisses-Allemands. Ils sont quand même très sympas. Et puis, bon, ils font du bon boulot. Alors, par contre, alors, eux, c'est des très grands travailleurs. On fait beaucoup de boulot, on débroussaille des alpages. Et puis, les agriculteurs sont contents aussi. Ça fait de la vie, ça fait du monde. C'est vraiment Puis, on peut aussi utiliser nos alpages, nos chalets qui sont des fois pas tellement utilisés. Donc, ça, c'est vraiment des actions qui se passent souvent bien, sauf là, il pleuvait tellement qu'on a dû arrêter. C'était vraiment un désastre. Et puis, dès 2007, on a engagé des civilistes. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de civilistes. Puis surtout, les agriculteurs, ils ne pouvaient pas engager de civilistes. Alors moi, j'en ai engagé 4 pour les mettre à disposition de nos locataires. Pour faire par exemple, là, ils enlèvent des vieux fils de fer qui traînent aux forêts. Mais ils n'ont pas fait que du débroussaillage. Il y a aussi eu des initiations au tabillonnage. Ça, c'est le chalet de Toumalet. Donc, vous voyez des civilistes qui commencent à apprendre à faire du tabillonnage. C'est presque tous des menuisiers, du reste. On a aussi fait un mur, on verra des bières après, des murs en pierre sèche. On a pas mal réparé de chalets qui étaient en train de s'effondrer. Vous voyez comme là. On a refait de la maçonnerie avec eux. On a refait tout des travaux intéressants. On a aussi refait des chemins en forêt. Oui, hein. Exactement, je pense aussi à ça. Ouais, ouais. Il avait une force herculéenne, ce gars. Incroyable. Et puis après, bon, on a organisé des camps d'enfants. C'était surtout les enfants du Plan-de-Mar. Il y a aussi eu les écoles... pardon? Ouais, là, il y a feu vraiment en chaud ici. Ouais, c'était vraiment... Ouais. Il est venu beaucoup d'années. C'est du reste avec lui qu'on a eu l'idée de refaire les murs. Après, on a refait ces anciens murs, le mur de Sauron. C'était vraiment des aventures super. Alors là, je pouvais engager 7 civilistes, plus plein de gamins, plus... il y avait toujours beaucoup de monde aussi. C'est con. Ouais, il y avait des civilistes plus leurs copines. Il y avait tout un monde, finalement. Et puis un petit village, vous voyez, là, de yourtes. Donc ça, c'était vraiment sympa. On a refait ce mur. Celui-là, 600 tonnes de pierre qui ont été remuées. Donc, ça fait quand même pas mal. Hein. Bon, on a mis du temps. C'était en 2008 et 2014. Donc, ça a quand même pris beaucoup de temps. Et puis finalement, il y a la gestion des alpages. Parce que finalement, voilà, il y a beaucoup d'alpages. Vous voyez ici le pourtour de la réserve, avec en bleu les propriétés de Pronatura, et puis en jaune les alpages, les surfaces pâturées, en rouge les surfaces fauchées. Donc vous voyez qu'il y a pas mal quand même de surfaces qui sont pâturées, qui sont utilisées par les agriculteurs. Il y a 3 familles, plus 4 paysans qui font pâturer leur bétail, mais qui ne font pas de fromage. Ce qui fait que pour nous, c'est que pour Pronatura, c'est quand même un problème, ces chalets. Il faut quand même les entretenir, il y a les accès, ça nous coûte super cher. Et puis, ça a pris beaucoup de montants, en fait. Vous voyez, il y a plein de chalets. Voilà, ça, c'est une petite représentation des différents chalets qu'on a. Et puis, au fait, ces chalets, on n'a pas vraiment l'argent pour les refaire. Ça coûte trop cher. Donc, on fait un appel, on fait des recherches de fonds.